Bonjour, merci de m'avoir donné l'occasion de présenter. Donc, je vais vous donner une approche un peu différente par rapport à les présentations précédentes. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en économie digitale qui est en lien avec les algorithmes. Donc, c'est un thème qui est extrêmement passionnant. Alors, il y a eu des numéros spéciaux en particulier sur l'intelligence artificielle l'année dernière dans la meilleure revue d'économie et de management, qui est l'American Economic Review, ce qui montre que c'est un sujet vraiment important pour les économistes. Alors, qu'est-ce que disaient les économistes? Que l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle une General Purpose Technology, donc c'est une technologie qu'on peut appliquer dans tous les domaines, un peu comme ça a été l'Internet ou le Steam Engine, donc le moteur donc, à vapeur, donc plein de différentes applications. Et donc, on va essayer de voir quelles sont les applications qui ont été mises en place pour l'instant en économie. Et quelles sont les questions de recherche qu'à mon sens, il faudrait encore plus se développer. Et là, je vous donne une définition. Donc, selon un économiste qui est très connu, c'est quelqu'un qui travaille à l'MIT. Brimstone, avec ses co-auteurs, il dit que l'intelligence artificielle est une façon de surpasser un peu les performances humaines. Et on verra un peu les différentes applications. Donc, comme les économistes utilisent les outils qui relèvent de l'intelligence artificielle, de machine learning, il y a deux types d'applications. La première, c'est laquelle dans laquelle on travaille beaucoup avec les chercheurs en computer science. Aujourd'hui, je vais vous citer par exemple l'article qui était cité de Kleinberg, qui est ce chercheur en computer science qui travaille, je crois, à la Cornell University, qui était venu l'année dernière au Collège de France à présenter le travail que je vais vous évoquer un peu rapidement, et qui est un bon exemple de coopération entre économistes et chercheurs en computer science. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les économistes ils vont utiliser ces outils de machine learning pour utiliser les données de big data, donc les grosses bases de données, pour améliorer les décisions des individus ou pour utiliser comme des outils de prédiction de décision, par exemple pour les décideurs politiques, ou peut-être dans les questions de santé, on va y revenir. Ou dans une autre application que les économistes s'amusent à faire, et donc ce que j'ai fait so far, et que j'espère continuer à faire aussi, je voudrais aussi travailler un peu sur les outils prédictifs. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va essayer d'analyser quels sont les outcomes de ces algorithmes. On va regarder est-ce que les algorithmes peuvent prendre des décisions qui peuvent être discriminatoires par rapport à certains groupes d'individus, ou peuvent générer de la collusion. Il y a un rapport de l'OCDE de l'année dernière qui évoquait la possibilité que les algorithmes peuvent engendrer des comportements anticompétitifs, parce qu'ils peuvent se mettre d'accord pour la fixation des prix, peuvent être utilisés pour la performance. Et donc, ça, c'est je vais vous montrer rapidement un des études que j'ai fait pour vous expliquer qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que j'entends lorsque je dis qu'effectivement, on peut, nous, essayer de comprendre quels sont les outcomes de ces algorithmes. Okay? Alors, les applications en économie sont très variées. Je vous en ai listé quelques-unes. Donc, elles sont tous faites par des chercheurs américains de top university. Et donc, la première, c'est par exemple utilisée pour la publicité. Comme les algorithmes peuvent améliorer la performance de la distribution de la publicité en allant cibler les individus qui sont les plus intéressants. Donc, on fait, voilà, comme vous avez évoqué, du clustering. Donc, c'est ce qu'ils font les chercheurs chez Facebook ou chez d'autres grandes compagnies de l'Internet. Après, sur la justice, c'est l'article que je vous évoquais tout à l'heure. Donc, c'est l'article que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est de Kleinberg et ses co-auteurs qui ont publié dans le meilleur revue en économie, qui est le Quarterly Journal of Economics, et dans lequel ils ont récupéré des données de la Cour de justice de New York et ils ont entraîné leur algorithme pour voir si les décisions de la Cour de justice des juges peuvent être améliorées par la machine. Et bien, ce qu'ils ont trouvé, c'est que
qu'une machine bien entraînée pouvait réduire la discrimination contre les Afro-Américains et pouvait réduire la criminalité parce que les juges, d'après les données qu'ils ont recueillies, avaient tendance à mettre en prison plutôt les Afro-Américains que les Blancs et qu'ils avaient tendance à garder en prison des gens qui, après, qui avaient tendance à envoyer des gens dehors, donc à ne pas les garder en prison et qui après commettaient des crimes. Et donc ils disaient voilà, que peut-être la machine pouvait faire mieux et surtout ils pouvaient réduire les discriminations. C'est que, comme vous savez, aux États-Unis, il y a un grand problème, mais pas qu'aux États-Unis. Et après, question de santé. C'est le seul. Il y a 2 articles que j'ai trouvé intéressants sur les questions de santé, so far. Donc, ça signifie qu'il y a beaucoup de recherches à mener. Ça me motive parce que j'ai 2 projets en tête. Donc, je pense qu'il faudra vraiment que j'aille. Et donc, c'est le premier article que je vais vous évoquer. Après, je vais en revenir sur le deuxième. C'est une étude que j'ai vue présenter. Il n'y a encore pas de working paper fait par des chercheurs de l'Harvard University, dans laquelle ils ont récupéré les données d'inspection sanitaire des restaurants de la ville de Boston. Et donc, ils ont récupéré toutes les données pour voir un peu comme les inspecteurs allaient choisir les restaurants qui inspectaient. Et donc, ils ont trouvé que les inspecteurs n'inspectaient pas les bons restaurants, forcément, parce qu'ils allaient toujours chez les mêmes. Et donc, les restaurants pouvaient anticiper que l'inspecteur y allait. Et surtout, aller voir plutôt des restaurants ethniques, des restaurants qui étaient managés par des gens encore à nouveau, des gens provenant des minorités. Et que donc, cela n'était pas forcément efficace. Et donc, ils voient que l'algorithme qu'ils avaient traîné était beaucoup plus efficace. Et donc, ils ont demandé aux inspecteurs de l'hygiène d'aller suivre les recommandations de l'algorithme. Eh ils n'ont pas suivi non plus. Donc, c'est que l'humain, vraiment, il a des actes... On se rend compte que même comme ça, on n'arrive pas à améliorer les comportements de l'être humain, mais que là, par exemple, l'algorithme, donc le machine learning bien utilisé, pouvait réduire ces biais. Et après, il y a deux applications mineures, c'est les applications mineures par rapport à notre discussion, mais qui sont extrêmement intéressantes. L'application, par exemple, en commerce international, ces auteurs, ils ont montré que, par exemple, l'application de machine learning dans la traduction automatique de contenu dans le site d'eBay avait amélioré énormément les ventes dans le site Internet parce que, tout simplement, le fait de traduire automatiquement le contenu permettait une large diffusion des biens produits. Et donc, ils avaient fait une étude de cas sur des données réelles d'eBay. Et Moulinat et Spice, ils ont publié un autre article. Moulinat, c'est le co-auteur de Kleinberg dans l'article sur la justice. Lui, ce qu'ils ont refait, c'est qu'ils ont récupéré des données de vente de maisons aux États-Unis et ils ont à nouveau entraîné des algorithmes pour voir si les algorithmes pouvaient mieux prédire les ventes que les agences immobilières. Donc ça, on voit que ça, c'est des exemples d'applications dans lesquelles on applique les outils techniques qu'on développe plutôt en computer science pour pouvoir améliorer les décisions des individus et faire mieux, peut-être réduire des discriminations ou des pratiques qui peuvent être pas efficaces ou pas performantes d'un point de vue économique. Mais on s'est rendu compte que malheureusement, des fois, ces algorithmes, comme disait les personnes qui m'ont précédé, peuvent être peut-être entraînés sur des données qui sont biaisées. Et bien, cela peut poser des problèmes en termes de discrimination, potential outcome, je dirais. Donc, moi, j'ai un article là-dessus, je vais essayer de vous le présenter brièvement. Et donc là, on revient en littérature qui s'intéresse un peu à la discrimination qu'on peut générer, que ces algorithmes peuvent générer, notamment les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat ou Google. Et donc, il y a une étude qui a été faite par Sveni, qui est une chercheuse en computer science, je crois, à Harvard, qui avait récupéré des noms à consonance plutôt blanche et noire de femmes. Vous savez, aux États-Unis, les noms peuvent avoir une origine ethnique bien définie. Et donc, lorsqu'elle a fait des requêtes pour les noms plutôt noirs, de filles noires, de femmes noires, elle trouvait plutôt des résultats sur Google qui avaient un lien avec des gens avec des casiers judiciaires, donc des femmes noires qui avaient des casiers judiciaire, alors que pour les femmes blanches, il n'y avait pas ce résultat. Et donc, tout simplement, l'étude avait montré que l'algorithme de Google, il était biaisé contre les femmes noires. Voilà.
Et Data, c'est un autre chercheur en computer science de la Carnegie Mellon University qui a montré que par contre, il avait posté des publicités pour des job search sur Google. Et donc, il voyait, je crois que sur Google, c'est un autre site internet, là, je ne me souviens pas très bien. Il faut que je le regarde à nouveau. Et donc, ce qu'il montre, c'est que le résultat montre que l'algorithme présentait plutôt les jobs les mieux payés aux hommes et pas aux femmes, parce que tout simplement, les jobs mieux payés, c'est pour les hommes et pas pour les femmes, tout simplement parce qu'ils étaient mal entraînés. Et donc, je vais vous présenter un peu comment j'ai contribué sur cette littérature. Là, pour l'instant, sur des études de discrimination, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire sur la santé, parce qu'on imagine que quand on donne une information sur les réseaux sociaux, Facebook ou Snapchat concernant notre santé, comme cela peut être utilisé, ça, on ne sait pas très bien. Moi, j'ai une petite idée là-dessus, mais voilà. Et là, quand on parle de santé, évidemment, moi, je travaille sur l'économie de la vie privée depuis très longtemps. Les gens qui me connaissent, ils savent, les premiers projets que j'ai eus sur l'économie de la vie privée sont très vieux déjà, d'être de plus de 10 ans. Et donc, donc, quand on parle de santé, on ne peut pas parler d'économie de la vie privée et surtout de l'utilisation des données personnelles. Et donc, qu'est-ce que disent les économistes? Les économistes disent que les individus vont dévoiler des données personnelles souvent pour avoir une gratification qu'on dit immédiate. Donc, je suis une jeune fille, je ne suis pas une jeune fille, mais une jeune fille ou un jeune homme, il rentre dans un réseau social, il donne accès à ses informations personnelles, notamment son genre, son date de naissance, en échange de l'accès immédiat aux réseaux sociaux qui est gratuit. Mais cela peut avoir des conséquences qui ne sont pas prévues en temps T et qui peuvent générer peut-être des discriminations, des usages de ces données. Vous savez, la data, elle a une caractéristique économique très intéressante. Elle est non rivale et non excludable. La data peut être stockée aujourd'hui avec des coûts très faibles. Et donc, on ne sait pas dans le long terme comment ces données peuvent être utilisées. Et donc, l'objectif, nous, des économistes, c'est de prévoir et d'alerter ce type d'utilisation. Et notamment, il y a cette chercheuse In qui était la chief economist de la Free Trade Commission jusqu'à l'année dernière. Elle dit qu'effectivement, un problème important pour nous, pour les économistes, c'est cette asymétrie d'informations qui existe entre nous et les plateformes. On dévoile nos informations personnelles, mais on ne sait pas comment ces plateformes vont pouvoir l'utiliser. Et donc, on revoit, on va revenir sur la jeune fille qui s'inscrit sur Internet et qui dit qu'elle est une femme. On verra comment, par exemple, cette information peut être utilisée. J'ai fait une étude là-dessus, je vais vous montrer. Alors, quand on parle de la santé, alors les résultats ils sont assez particulier. Donc, il y a une collègue à moi qui est Catherine Tucker, qui avec sa co-autrice Miller, elle a écrit plusieurs travaux sur le rôle de la régulation en santé et le lien avec la vie privée. Donc, ce qu'elle a montré avec des données américaines, c'est que les restrictions de vie privée liées à la diffusion des technologies qui permettent l'échange d'informations entre hôpitaux est complètement inefficace. Et donc, ce qu'elle montre surtout, ça c'est une étude qui a elle, j'ai oublié de mettre la référence, c'est qu'elle montre dans cette étude-là, c'est que les régulations sur la vie privée dans les hôpitaux aux États-Unis, vous savez, ils ont des régulations qui sont au niveau des États, des différents États, donc il y a cette variation par État. Et donc, c'est qu'elle montre que dans les États où il y a une très forte régulation sur la vie privée, c'est là pour avoir des implications sur la survie des enfants, parce qu'ils ont un taux de mortalité à la naissance qui est extrêmement élevé. Et une des causes qu'elle attribuait, parce qu'ils ont récupéré toutes les données de tous les hôpitaux par l'État et en fonction de la régulation de l'État, ce qu'elle montre, c'est qu'effectivement, cette régulation stricte à la vie privée peut avoir des implications pour la mort des enfants. Donc, on se rend compte effectivement que c'est là, réguler le contenu des données personnelles, il est important, mais peut-être pas trop de régulation parce que cela peut-être menacer l'innovation dans le domaine. Et là, on revient sur les questions de machine learning et algorithmes. Donc, le même professeur, donc Catherine Tucker et Xu, ils ont fait un article très intéressant dans lequel ils ont dit on va avoir les informations qu'il y a sur Internet qui ont un lien avec la santé. Donc, ils se sont rendus compte que sur Internet, on trouve beaucoup d'informations qui ont un lien avec la santé, souvent des informations qui sont fausses.
Et donc, ils ont étudié l'algorithme de recommandation des informations de Facebook, et notamment sur tout ce qui concerne la publicité contre les vaccins. J'ai ici un exemple de photo qu'ils avaient pris. Donc, c'est un exemple de publicité contre les vaccins qui est posté sur Facebook aux États-Unis. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous savez qu'aux États-Unis, ils ont ce grand mouvement contre les vaccins. Il y a anti-vax. Moi, je suis italienne. Nous, on a le même problème en Italie. Nous, en Italie, c'est aussi politisé. Donc, je pense que c'est vraiment un gros souci. Et le problème, c'est que, et elle le dit aussi dans l'article, c'est que non seulement les gens non éduqués, mais aussi les gens bien éduqués suivent ces mouvements. Donc, ce qui peut poser vraiment des gros problèmes au niveau de la santé. Donc, ce qu'elle montre dans cet article, c'est que l'algorithme de Facebook ne faisait rien pour empêcher la diffusion de ces informations. Et suite au scandale d'il y a un an, je crois, sur les questions, vous savez, les fake news liées à l'élection politique, eh bien, Facebook a changé son algorithme. Et le changement de l'algorithme a permis de réduire la diffusion de ces informations contre, par exemple, cette anti-vax information. Et elle a fait la même étude sur Twitter où il n'y a eu aucun changement. Et donc, elle montre que l'algorithme de Twitter continue à propager ces informations contre anti-vax, contre la vaccination. Mais vous vous rendez compte de l'importance que ça. Et donc, et là, je mets en bas les questions de recherche que j'ai moi-même identifiées. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire sur comment les systèmes de recommandation des algorithmes peuvent influencer la diffusion de ces informations. Et il y a un travail intéressant qui est plutôt descriptif, là, mais qui est écrit encore par des chercheurs très reconnus, qui se pose des questions sur les responsabilités aussi de l'utilisation de l'IA dans la santé. Est-ce que c'est le producteur de l'algorithme ou de la machine qui peut être responsable? Donc, il y a des questions qui se posent. Et donc, les questions de recherche que je pense peuvent être intéressantes, c'est de comprendre quel est le rôle des algorithmes pour identifier les informations qui sont vraies et fausses, qui circulent sur l'Internet. Parce que vous savez qu'une des premières choses, il y a plusieurs études en économie qui ont montré que la première chose qu'un individu fait quand il a des problèmes de santé, c'est regarder les informations qui sont sur Internet. Et souvent, ces informations ne sont pas vraies et peuvent conduire des comportements qui ne sont pas bons et qui peuvent avoir des conséquences. Et donc, je pense que c'est notre rôle d'aller faire une espèce de chasse aux mauvaises informations, parce que c'est là pour avoir des implications pour la santé. Et un peu, c'est ce qu'elle avait fait, Catherine, avec son article. On peut se poser des questions sur les rôles quelles sont les implications des lois de la vie privée sur le développement des technologies de l'IA. Vous le savez mieux que moi, pour ceux d'entre vous travaillent sur ces données avec les patients. Je pense que c'est bien d'avoir la vie privée respectueuse, mais il faut aussi que la science avance et l'échange d'informations est peut-être indispensable. Et après, j'ai un autre projet dont je ne vous ai pas parlé, qui me tient beaucoup à cœur. J'ai un gros projet sur les applications mobiles pour enfants. J'ai un premier working paper, j'en ai d'autres en cours. Et je me suis demandé, en travaillant un peu, vous savez, les enfants et les teenagers passent beaucoup de temps devant les écrans. Et je me suis demandé quel est le rôle de ces algorithmes de recommandation. Quand je vais sur Google me recommande des applications pour mes enfants. Est-ce que ces applications, par exemple, souvent, vous savez pas, il y a des jeux qui incitent, par exemple, les enfants à manger plutôt ce que ma fille maintenant appelle des candies, les appelle pas plus gâteaux, dolce en italien, donc ils utilisent le terme en anglais. Et donc ces applications se rendent compte qu'elles incitent peut-être à ne pas bien manger aux enfants, à ne pas bien se comporter, donc cela peut avoir des implications pour leur santé, sans parler des problèmes d'addiction. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire là-dessus, surtout sur ces populations que on pourrait définir vulnérables. Est-ce que j'ai encore 5 minutes pour vous parler de mon étude? Ben voilà, alors je vais être hyper rapide. Ce que j'ai fait so far, qui n'a pas vraiment un lien avec la santé, mais j'ai en tête un petit projet sur la santé. J'espère d'avoir les moyens de le faire financer cette année, comme ça je vous le présenterai l'année prochaine, si on en fait un autre de workshop. Ce qu'on a fait, donc ça, c'est un travail que j'ai fait pour comprendre l'outcome. Voilà. Regardez comme les réseaux sociaux peuvent utiliser l'information sur les jeunes filles, donc les informations sur les teenagers. Donc ce qu'on a fait, c'est on allait voir si l'algorithme de Facebook il était discriminatoire pouvait avoir des pratiques discriminatoires contre les femmes. Et qu'est-ce qui se passe? Et nous, on savait qu'ils n'aimaient pas trop les femmes. Et j'ai fait une autre étude sur Snapchat qui montre que l'algorithme de Snapchat n'aime pas non plus trop les femmes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait une publicité
publicité pour une école d'ingénieurs en France qui a voulu bien payer pour cette publicité parce que vous savez, beaucoup d'écoles d'ingénieurs dépensent beaucoup d'argent en publicité, mais on s'est rendu compte que l'argent qu'ils dépensent n'est pas bien dépensé. Et donc, on a ciblé les teenagers entre 16 et 19 ans et dans les lycées en France. Et on a proposé 2 contenus de publicité, je vais vous les montrer, c'est l'école Ifrei, certains de vous la connaissent. Et donc ça c'est la publicité, bon, c'est leur visuel, nous on n'a pas pu changer, vu que c'est eux qui payaient, donc c'est eux qui décidaient le visuel. Et donc on a divisé les lycées en France en 2 groupes, un groupe de contrôle et un groupe de traitement. Tout est pareil, sauf que pour les filles, on a ajouté que le salaire annuel à la sortie de l'école était juste pour les femmes. Et donc, on s'était dit, est-ce que l'algorithme va montrer peut-être plus cette publicité que l'autre aux femmes? On s'était dit, peut-être, on va pouvoir corriger le biais. On savait que les femmes allaient moins la recevoir, mais peut-être que cet algorithme allait corriger ce biais. Eh bien, on a trouvé que non. En fait, le contenu du traitement a été montré moins aux femmes et aux garçons. Donc l'algorithme, dès qu'il trouve que le contenu est pour les femmes, pense qu'il n'est pas adapté, parce qu'on pense qu'on faisait la publicité pour une école d'ingénieurs et qu'une école d'ingénieurs, évidemment, c'est pour les femmes et pas pour les hommes. Alors, pour les écoles d'ingénieurs qui veulent augmenter le nombre de filles, il y a beaucoup de travail à faire, je pense. Et ce qu'on a trouvé, c'est un résultat qui nous a vraiment interloqués, c'est qu'on a regardé, grâce à l'Open Data, nous avons beaucoup de données sur les lycées. Donc on sait combien de filles il y a dans chaque lycée, combien de filles en S, et surtout on connaît la composition socio-économique de chaque lycée. Eh bien, on a vu que dans les lycées où il y a des filles qui ont plutôt un low income, donc qui viennent de milieux plutôt défavorisés, ben, ces filles-là sont aussi discriminées. Donc si vous êtes une femme et que vous êtes dans un lycée qui n'est pas un lycée de milieu populaire, ben, vous recevrez surtout peut-être pas du tout des informations concernant les postes, les jobs en école d'ingénieur. Vous savez, les teenagers aujourd'hui, les adolescents passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et sont un bon véhicule d'information pour eux. Ça change beaucoup d'informations et aussi c'est un bon moyen pour les informer. Mais bon, donc ça c'est le résultat rapide. Après on a fait de l'économétrie, mais bon, on m'avait dit de ne pas faire des choses compliquées, donc j'ai fait très simple. Et donc on montre ici dans les impressions que les garçons qui sont en bleu, ils ont reçu toujours plus d'impressions par rapport aux femmes et que dans le groupe de traitement, ben, les filles et les garçons, ils ont reçu moins d'impressions. Overall. Et donc, quand on a présenté ce travail à Toulouse, vous savez, dans le laboratoire de recherche de Tyrol, la première question qu'ils nous ont posée, vous savez, les économistes ils pensent tout le temps au prix. Ils ont dit, c'est le prix, c'est pour ça que c'est parce que les filles coûtent plus cher. Alors ça, c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai dans nos données, parce que dans nos données, dans le monde de la publicité, les femmes coûtent plus cher à partir de 24 ans, parce qu'elles peuvent tomber enceintes. Donc cela, c'est valuable pour la publicité. Pour les teenagers, pour les individus qui ont moins de 24 ans, ça, c'est pas vrai. Et donc, c'est les garçons qui sont plus chers dans le monde de la publicité. Donc, le prix ne peut pas expliquer cette différence. Et on a fait une autre étude de Snapchat qui est encore un peu préliminaire. Et là, on a un peu joué avec les photos et on montre à nouveau que l'algorithme de Facebook et de Snapchat n'aime pas du tout les femmes, parce qu'on a monté des photos. Et donc, j'ai des idées sur la santé et notamment, j'aurais bien aimé, ça, je vous lance mon idée, quoique normalement je ne le fais pas, de lancer des idées avant que j'ai commencé à travailler. Mais mon idée, c'était de voir, par exemple, si on lançait une publicité sur un produit biologique, par exemple, un produit qui relève de la santé. Est-ce que la distribution de la publicité était plutôt vers des individus qui mangent plus ou moins bien? Et donc, je voulais faire ça aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, vous savez, ils ont des données très riches sur la composition, sur le poids des individus. Et donc, je pense que, à mon avis, l'algorithme, il va faire manger bien les gens qui mangent bien et mal les gens qui mangent mal. Et donc, voilà. Mais je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et voilà, je vous remercie.